Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 2 consacré à Hugin. Souvenez-vous que dans le premier tuto, je vous avais promis un assemblage de panorama en 3 clics. 3 clics seulement. Je vais donc ouvrir mon petit Darktable, cliquer sur Pré-réglage et aller chercher les photos de mon tuto Hugin numéro 2. Comme vous pouvez le constater, j'ai sélectionné pour faire ce petit assemblage en automatique 4 vues. Je vais donc agrandir ces images afin que nous les voyions mieux. Vous voyez ici une petite souche que nous voyons réapparaître sur la photo numéro 2. Puis nous avons ici une petite passerelle avec une échelle de cordes que nous voyons apparaître ici en partie centrale sur la photo numéro 3. Et sur la photo numéro 4, nous voyons à nouveau notre petite échelle de cordes et une autre passerelle. 1, 2, 3, 4 photos. Ces 4 photos vont nous servir donc de source pour assembler notre panorama en automatique. Si j'insiste sur les petits détails que nous retrouvons de vue en vue, c'est tout simplement parce qu'après, nous allons parler technique. Mais pour l'instant, faisons notre petit panorama en 3 clics. J'ouvre mon petit Hugin, et je devrais normalement me retrouver, si tout va bien, sur notre petite interface simplifiée. Je ferme mes astuces, notre petite interface simplifiée est chargée, et je vais cliquer sur le premier bouton « Charger les images ». Je sélectionne mes 4 images, je clique sur « Ouvrir », Hugin les charge et vous les affiche dans cette petite grille dont vous ne connaissez pas la fonction, pour l'instant en tout cas. Je clique sur le deuxième bouton, aligner, je laisse tourner l'assistant qui va faire tourner son petit algorithme et aller faire sa petite tambouille. Ceci est terminé, je clique sur le troisième bouton, créer le panorama, et là, je vais sélectionner l'option par défaut, je vais l'accepter, cliquer sur OK, enregistrer mon projet et ensuite mon image. Hugin fait à nouveau tourner son algorithme, va m'ouvrir une fenêtre, et c'est parti. Cette petite fenêtre, processeur de traitement par l'eau, est la fenêtre active qui contient tous les projets que vous avez faits ou que vous êtes en train de faire. Vous pourrez ainsi, à partir de cette interface, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard, charger des projets déjà faits. Hugin a fermé son travail, il ne me reste plus qu'à me rendre dans le dossier où j'ai assemblé mon petit panorama, je clique, j'agrandis, et voilà, mon panorama en 3 clics est réalisé. Vous vous souvenez de la souche? La petite échelle de cordes, la petite passerelle? Vous voyez que tous ces éléments ont été réunis en une seule et même image, mais vous ne voyez pas 4 fois la souche, 4 fois la passerelle, ou bien encore 4 fois l'échelle de cordes. L'avantage de l'automatique, c'est qu'il fait tout seul. Vous n'avez pas à vous embêter, c'est le logiciel qui gère. L'inconvénient, c'est que comme il fait tout automatiquement, on ne comprend pas grand-chose à ce qu'il fait. Nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, prendre un petit peu de temps pour parler technique et surtout parler photo. Pour faire un panorama, il faut 3 choses. Il faut un appareil photo, un ordinateur et un logiciel. J'imagine que si vous êtes en train de suivre ce tuto, vous devez au moins posséder les 3. La plupart des gens qui s'attaquent à Hugin au début subissent énormément d'échecs. Sachez que selon moi, en tout cas, 98% des échecs que l'on peut rencontrer dans Hugin ne sont pas dus au logiciel, mais à un problème lié à la prise de vue. Car en effet, pour faire du panorama, il faut respecter certaines règles que je me dois de vous récapituler tout de suite. La chaîne Carafif n'a pas pour vocation de vous apprendre la photographie, d'autres le font bien mieux que moi, mais si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de vous rendre sur internet, si les panoramas vous intéressent et que vous souhaitez vous documenter, et d'aller sur www.guide-photo-panoramique.com. Vous tomberez sur un site extrêmement bien documenté, très bien fait, clair, concis, et qui vous permettra d'envisager le panorama sous toutes les formes. Sur ses généralités, la manière de l'assembler, le type de panorama, et bien entendu des tests de matériel ou de logiciel. Je vous disais que pour faire un panorama, il fallait un appareil photo. La première règle pour réussir ces photos comme source bien entendu de panorama, c'est d'abord la majeure partie du temps, tant que l'on le peut, se servir d'un pied. Le pied est l'élément indispensable, en tout cas pour des panoramas un petit peu plus complexes, comme les projections stéréographiques que nous verrons un petit peu plus tard, pour réaliser correctement des prises de vue. Il faut ensuite respecter ce que je vous disais dans le tuto numéro 1, à savoir un facteur de recouvrement. J'ai insisté, souvenez-vous, au début de ce tuto, sur cette souche, puis sur cette échelle de cordes ou cette petite passerelle, que l'on retrouvait sur toutes les vues. Regardez attentivement. Je vois cette souche, et je vois, dans l'angle de ma photo, un petit bout de passerelle. Je n'ai pas besoin d'être un grand mathématicien pour me rendre compte que finalement, si je limite la zone extérieure de la souche,
j'ai plus de la moitié, en tout cas cette zone représente plus de la moitié de ma photo. Si je me rends sur la photo numéro 2, je vois la pointe de ma petite passerelle et ma souche. Et comme vous pouvez le constater, là encore, cette zone de plus de 50% se retrouve entière dans ma photo numéro 2. Dans ma photo numéro 3, je retrouve ma petite passerelle, mon échelle de corde avec mon arbre. Regardez, vous les voyez? Nous les retrouvons en entier dans la photo numéro 3. Et dans la photo numéro 4, nous voyons apparaître dans la photo numéro 3 une petite passerelle que nous voyons en entier dans la photo numéro 4. Et bien entendu, nous voyons une bonne partie de notre petite passerelle et de notre échelle de corde. Ceci est ce que l'on appelle un facteur de recouvrement. En d'autres termes, une zone commune entre les vues, qui permet au logiciel de lui faciliter le travail. Inutile bien entendu de faire 4 photos identiques, parce qu'avec une photo qui a 100% de recouvrement sur 4 vues, eh bien vous avez la même. Mais si en revanche vous privilégiez une zone de recouvrement allant de 30 à 50%, bien entendu, vous faciliterez le travail de Gin, qui, comme vous avez pu le constater en début de tuto, arrive à assembler un panorama en quelques secondes seulement. S'il y arrive, c'est parce que, bien entendu, grâce au facteur de recouvrement plus ou moins important de vos photos, vous lui facilitez la tâche. N'oubliez jamais que vous devrez croiser le moins possible et essayer d'obtenir, comme cela, entre vos vues, une zone de recouvrement équivalente au minimum à 30%, et je pense au maximum à 50%, car au-delà, ce n'est pas très utile. Si j'ouvre Gin et que je me retrouve dans la fenêtre simplifiée de Gin, dans le premier onglet, je me retrouve dans l'onglet d'assistant. Vous avez pu constater que grâce à ces 3 petits boutons, charger des images, aligner et créer le panorama, nous avons facilement créé un panorama. Nous allons faire un petit pas de plus dans Gin et ouvrir le deuxième onglet, l'onglet Aperçu. Comme vous pouvez le constater, le terme photométrie est encoché. Nous le laisserons encoché pour l'instant et nous n'en parlerons pas. Juste en dessous, nous avons une case à cocher, où il est écrit « Afficher les points de contrôle ». Puis à gauche, un bouton « Identifier ». Si nous nous déplaçons sur la droite, nous avons un bouton qui vous donne accès à un menu déroulant sur les modes de fondu, ça aussi nous en parlerons plus tard. Une petite fenêtre avec un indicateur d'IL. Nous allons déjà nous amuser avec ces 2 petits curseurs et nous allons faire bouger ces valeurs. Je vais cliquer sur ces petits ascenseurs, mais observez ce qui se passe dans la fenêtre d'aperçu. Si je clique vers le bas, vous voyez que petit à petit, mon panorama se surexpose. Dès lors que vous avez chargé des images, vous pourrez, dès à présent, commencer à jouer sur la luminance de votre futur projet. Bien entendu, à votre droite, vous aurez une pipette de gris qui vous permettra de sélectionner dans l'image une zone que vous considérez comme un gris neutre. Revenons à gauche de ce petit onglet. Si je clique sur le bouton « Afficher les points de contrôle », vous voyez qu'automatiquement, dans mon image, je me retrouve avec des tas de petites croix. Des croix vertes et des croix bleues. Généralement, les croix vertes dans Gin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous allons voir dans un petit instant pourquoi. Je vais décocher « Afficher les points de contrôle », puis me rapprocher de ce bouton « Identifier ». Si je passe mon pointeur de souris sur la fenêtre de visualisation, sur la grille, il ne se passe rien. Si en revanche, je clique sur Identifier et que je repasse mon pointeur de souris, vous allez voir apparaître des carrés de couleurs. Eh bien, ces carrés de couleurs sont les représentations graphiques de vos vues. Et vous voyez ainsi la manière dont Gin les a disposées pour les superposer et les aligner. Vous pourrez constater que la première est quand même légèrement de traviole. Si cette première est de travers et que vos vues ne sont pas exactement superposées les unes sur les autres, c'est très certainement parce que d'une part, ce jour-là, je n'ai pas utilisé de pied, et ensuite, parce que le déplacement de mon corps avec mon appareil photo a généré un déplacement dans l'espace qui n'était pas linéaire, pas purement géométrique. Nous développerons ces notions lorsque nous nous attaquerons aux projections stéréographiques. Mais sachez en gros que grâce à ce petit bouton et à cette petite option, vous pouvez voir ainsi les vues et la manière dont Gin les a disposées. Vous vous souvenez tout à l'heure, lorsque nous avons cliqué sur Afficher les points de contrôle, nous avons fait apparaître des croix. Vous les voyez, ces petites croix vertes? Si je clique sur une des images, automatiquement, Gin va m'ouvrir une autre fenêtre. Sur cette fenêtre, la fenêtre de l'interface Expert cette fois-ci, je vais avoir à ma disposition 4 nouveaux onglets. Ces 4 nouveaux onglets, nous les verrons en détail un petit peu plus tard, mais nous allons nous rapprocher de l'onglet Point de contrôle. Au-dessus, 2 petites fenêtres de menu déroulant avec les numéros de photos. Voici la 0 et voici la 1. Si je fais défiler, je vois la 1 puis la 2, et ensuite la 2
pardonnez-moi, puis la 3, et enfin la 3 qui revient à la 0. J'ai donc fait le voyage dans mes 4 vues. Revenons sur la première position, la position de visualisation entre la photo numéro 1 et la photo numéro 2. Tous ces petits carrés avec ces petites croix et ces petits nombres sont ce que l'on appelle des points de contrôle. Ces points de contrôle sont des points de détail que Huggin a réussi à trouver entre chaque image. C'est grâce à ces points de contrôle et à l'alignement du début du panorama qu'Huggin va pouvoir trouver des zones communes afin de lui favoriser le travail lorsqu'il va devoir superposer les images afin d'assembler votre panorama. Dans le tuto numéro 3, nous allons apprendre à éditer, créer, modifier ces points de contrôle afin de vous faciliter la tâche si, à la prise de vue, ou si, dans la qualité de vos images, Huggin a du mal à trouver ces points de contrôle. Revenons un petit peu sur nos petites fenêtres juste au-dessus. Vous voyez que nos indicateurs sont au vert. C'est plutôt bon signe. Lorsque c'est vert, Huggin a trouvé beaucoup de points de contrôle et a trouvé énormément de points de détail et de liens entre vos images. Si le travail est un petit peu moins bon, votre couleur sera orange, voire jaune. Et si la liaison entre vos images est plutôt médiocre, voire inexistante, vous aurez du rouge entre vos deux images. Si je fais défiler mes images et que je rejoins la photo numéro 3 et la photo numéro 1, vous voyez qu'il y a 0 point de contrôle et absolument aucune couleur. C'est simple, la photo numéro 1 se retrouve carrément à gauche de mon panorama et la photo numéro 3, enfin numéro 4, pardonnez-moi, se retrouve carrément à droite. Il n'y a donc logiquement aucune raison pour qu'il y ait, bien entendu, de lien, de point de contrôle entre cette image-ci et cette image-là. Si en revanche, j'avais utilisé mon pied de photo et que j'avais tourné tout autour de moi, bien entendu, la dernière photo aurait très certainement des points de contrôle communs avec la photo numéro 1. Mais ça, c'est une autre histoire et nous le développerons dans les autres tutos. Huggin, dans ce tuto numéro 2, a assemblé notre panorama en quelques secondes. S'il l'a fait en quelques secondes, c'est pour une raison très simple. C'est parce que j'ai un petit peu triché. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'ai exporté à partir de Darktable mes images, je les ai exportées dans un format JPEG très pauvre. Ainsi, si je fais un bouton droit et propriété sur une des images, je me rends compte qu'elle ne pèse que 76 kg. Je vous le disais dans le tuto numéro 1, Huggin est un logiciel qui utilise des algorithmes. C'est une sorte de supercalculatrice qui va balayer vos images pixel par pixel. Plus celles-ci sont riches, plus celles-ci sont grandes et plus celles-ci sont denses, plus Huggin aura de travail. Si bien entendu, à défaut d'un JPEG 8 bits à 50%, j'avais choisi des images plein format issues d'un appareil 16 millions de pixels, ces 4 vues auraient donné à notre petit Huggin beaucoup plus de travail. Il aurait donc dû piocher pendant un bon bout de temps et ce tuto aurait probablement duré jusqu'à l'heure de votre sommeil. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est de faire 4 vues, en ne négligeant pas le facteur de recouvrement et si vous le pouvez, en utilisant un pied. Rentrez vos photos dans votre assistant, chargez-les, alignez-les, puis créez votre panorama. Faites-le à partir d'images pauvres, puis augmentez petit à petit la qualité de vos images. Et ainsi, au bout d'un moment, vous verrez ce qu'il est acceptable chez vous de supporter en termes de temps pour obtenir votre panorama, et ainsi, vous aurez la limite entre votre patience, la puissance de votre matériel et la qualité des images que vous devrez choisir pour faire des panoramas. Nous rentrerons bien entendu dans les formats et les poids dans d'autres tutoriels, pardonnez-moi, mais sachez en gros que pour réussir rapidement en 3 clics vos premiers panoramas, il conviendrait de suivre ces petites règles essentielles qui vous conduiront très rapidement, j'en suis certain, au succès. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 2 et je vous dis à très bientôt pour le tuto numéro 3 dans lequel nous allons rentrer dans le monde merveilleux des points de contrôle et là, croyez-moi, on va rigoler. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Carafif et comme d'hab, c'est bon pour le référencement. Allez, abonnez-vous, à bientôt, salut, bye bye.